Il faisait un froid coupant ce soir-là, un de ces froids qui s'insinuent même à travers les plus épais manteaux. Dans les hauteurs boisées de Saint-Cyr au Mont-d'Or, à une vingtaine de kilomètres du centre de Lyon, la villa de Philippe, Moreau se dressait dans le silence habituel de ces soirs d'hiver. Une bâtisse moderne, minimaliste, aux lignes sévères, avec un jardin parfaitement taillé et un portail électrique qui n'avait pas été franchi par une âme extérieure depuis plusieurs mois. Philippe, un homme discret, taillé par les années et le travail, avait pour seul compagnon régulier le silence qu'il cultivait avec la rigueur d'un moine. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à éteindre les lumières de son bureau, un bruit étrange le fit se figer. Un son sourd comme un raclement suivi d'un frémissement métallique. Cela venait de la direction du garage. Il fronça les sourcils. Aucun employé n'était censé être là à cette heure. Il traversa la maison en silence, ses pas feutrés sur le sol de marbre, et désactiva l'alarme du côté est avant de sortir dans la nuit glacée. La lumière extérieure du garage se déclencha automatiquement. Il s'approcha lentement, l'essence en alerte, jusqu'à atteindre la porte coulissante. Il posa la main sur la poignée, prit une inspiration profonde et ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur, tout semblait en ordre. Les deux voitures alignées, les étagères impeccablement rangées, les outils suspendus, jusqu'à ce que son regard tombe sur une forme immobile dans le coin le plus sombre, près des sacs de jardinage. C'était un enfant. Un garçon maigre blotti sur un tas de cartons. Il portait des vêtements sales, trop grands pour lui, et grelottait violemment. Sa peau semblait presque translucide à cause du froid, et ses joues creuses témoignaient d'un long jeûne. Philippe s'approcha lentement, le cœur battant. Il s'agenouilla, observa le visage fiévreux du garçon. Le gamin respirait, mais faiblement. Il n'avait pas plus de 9 ou 10 ans. Philippe resta là un moment, déstabilisé. Toute une série de pensées contradictoires lui traversaient l'esprit. Appeler la police? Le laisser là en attendant qu'il parte de lui-même? Mais une chose s'imposa, brutale et insistante. Il ne pouvait pas le laisser mourir de froid sous son toit. Il retourna dans la maison, chercha une couverture et une bouteille d'eau chaude, puis revint auprès de l'enfant. Il déposa la couverture sur lui, plaça l'eau près de ses mains tremblantes et resta là, à observer ce petit être abandonné, perdu et manifestement malade. Dans ses souvenirs, cette nuit serait plus tard décrite comme un basculement, une simple décision, ouvrir la porte, tendre une couverture qui allait transformer toute une vie. Mais à ce moment précis, Philippe n'en savait rien. Il ne ressentait qu'un étrange mélange de pitié, d'inquiétude et de malaise. Lui, l'homme d'affaires réputé, froid et méthodique, venait d'introduire dans son univers un chaos inattendu, en la forme fragile d'un enfant malade. Il retourna à l'intérieur de la maison, mais dormit mal. À plusieurs reprises, il se leva pour aller vérifier si le garçon respirait encore. À chaque fois, il le trouva dans la même position, toujours endormi, toujours tremblant. La nuit sembla interminable. Le silence habituel de la villa avait été brisé, remplacé par un souffle irrégulier dans le garage, un battement inconnu dans l'ordre rigide de son quotidien. Lorsque l'aube se leva, grise et glaciale, Philippe se dirigea de nouveau vers le garage, décidé cette fois à agir. Le garçon ne pouvait pas rester là. Il avait besoin d'aide, de soins, peut-être même d'un lit d'hôpital. Mais plus encore, il avait besoin de chaleur humaine, d'un regard posé sur lui, qui ne soit ni fuyant ni méfiant. Qu'il entr'ouvrit la porte et s'agenouilla doucement. L'enfant avait glissé légèrement sur le côté, ses lèvres étaient gercées, sa respiration rauque. Philippe l'appela doucement, sans réponse. Il posa la main sur son épaule, le secoua, à peine. Toujours rien. Le garçon était inconscient. Sans plus hésiter, il appela son chauffeur pour préparer la voiture. Il enveloppa le garçon dans la couverture, le souleva avec précaution et le déposa sur le siège arrière du véhicule. Direction l'hôpital. Pendant tout le trajet, Philippe n'eut de cesse de regarder le visage endormi du garçon à travers le rétroviseur. Il sentait que quelque chose n'allait pas, que cette rencontre fortuite n'avait rien d'ordinaire. Mais il ne savait pas encore à quel point il avait raison. L'hôpital de la Croix-Rousse accueillit l'enfant dans un silence que seules les machines brisaient. Philippe, toujours vêtu de son long manteau sombre, observait sans mot dire les infirmières s'affairer autour du petit corps inerte. L'enfant fut placé en salle d'observation, une perfusion fixée à son bras frêle. Le médecin, un homme à la barbe soignée et à la voix calme,
l'informa qu'il souffrait d'une infection respiratoire avancée, aggravée par l'exposition prolongée au froid et à la malnutrition. Philippe hocha la tête, absorbant chaque mot sans vraiment les entendre. Il regardait l'enfant pâle et immobile sous les draps blancs, comme s'il tentait de deviner les secrets enfermés dans ce petit corps abîmé. Les heures passaient lentement. Aucun visiteur ne vint, aucun appel ne fut passé pour signaler sa disparition. Le garçon semblait n'avoir appartenu à personne, comme s'il était apparu de nulle part. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors qu'une infirmière l'aidait à changer les vêtements du garçon, que Philippe remarqua un bruit de papier froissé tomber au sol. Une enveloppe brunie, usée par le temps et l'humidité, gisait là, à moitié dissimulée sous le lit. Intrigué, il la ramassa, sentant immédiatement que ce simple objet recelait quelque chose d'inattendu. Il hésita. Ce n'était pas à lui. Mais la curiosité mêlée à une étrange angoisse fut plus forte. Il ouvrit l'enveloppe et déplia lentement la feuille à l'intérieur. L'écriture était fine, légèrement tremblante. Dès les premières lignes, son cœur s'accéléra. « Si cette lettre t'arrive, c'est que j'ai échoué à revenir. Tu ne me pardonneras peut-être jamais, mais je devais te protéger, Philippe. » Il relut la phrase plusieurs fois, comme pour s'assurer de sa véracité. Personne ne l'appelait Philippe, pas dans une lettre aussi personnelle. Il continua, le souffle court. « J'ai essayé d'écrire des dizaines de fois. Aucune lettre ne t'a atteint. Ils m'ont fait disparaître de ta vie. Tu méritais la vérité, mais je n'ai eu que la peur pour compagnon. » La signature, à la fin, lui glaça le sang. Élise. Ce prénom, depuis plus de 10 ans, hantait ses pensées. Élise, cette femme qu'il avait aimée avec une intensité qu'il croyait désormais impossible. Élise disparut sans laisser de traces, sans une explication, sans un adieu. Il s'était torturé, avait cherché, questionné, sans jamais trouver de réponse. Et maintenant, son nom réapparaissait dans une lettre enfouie dans la poche d'un garçon inconnu. Philippe sentit sa gorge se nouer. Il regarda l'enfant immobile, puis la lettre, puis de nouveau l'enfant. Une pensée folle, irrationnelle, germa dans son esprit. Et s'il y avait un lien? Et si ce garçon n'était pas arrivé là par hasard? Il replia la lettre, la glissa discrètement dans sa veste et se leva d'un bond. Il quitta la chambre, à grandes enjambées, se dirigeant vers le poste de soins. « Je voudrais parler à l'assistante sociale immédiatement. » La femme qui arriva une vingtaine de minutes plus tard avait l'air fatiguée, mais professionnelle. Elle lui expliqua que l'enfant ne correspondait à aucun signalement récent, aucun document, aucun nom, rien. Ils n'avaient retrouvé sur lui qu'une petite carte de transport déchirée et des pièces rouges. Philippe, encore sous le choc, se contenta de hocher la tête. Il ne pouvait pas encore leur dire ce qu'il savait, ou ce qu'il pensait savoir. Il fallait d'abord comprendre, confirmer. De retour dans la chambre, il s'installa près du lit. Le garçon dormait toujours, sa respiration désormais plus régulière. Sous les bandages, son visage semblait moins tendu, comme s'il sentait qu'il était enfin en sécurité. Philippe observait chaque détail. Les traits fins, la forme du menton, la courbe légère des sourcils, des détails flous, mais étrangement familiers. Il se leva, tourna autour du lit et s'arrêta en voyant un objet suspendu au poignet du garçon. Un bracelet en tissu, visiblement usé, avec un petit médaillon métallique. Gravé dessus, un seul mot. Élise. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Tout s'effondrait, ou plutôt, tout prenait un sens nouveau et vertigineux. Il sentit une chaleur monter dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas depuis elle. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il resta dans la salle d'attente de l'hôpital, incapable de dormir, le regard perdu dans le vide. Dans ses mains, la lettre froissée. Dans sa poitrine, un cœur qui battait plus fort que jamais. Le matin suivant, une lumière pâle filtrait à travers les grandes vitres de l'hôpital. Philippe Moreau n'avait pas fermé l'œil. Installé dans un fauteuil inconfortable de la salle d'attente, les coudes appuyés sur les genoux, il fixait un point invisible devant lui. Dans sa poche intérieure, la lettre d'Élise, lue et relue, jusqu'à ce que chaque mot s'imprime dans sa mémoire. Le prénom, les aveux, la peur. Tout tournait en boucle dans son esprit. Lorsque l'infirmière l'appela pour lui dire que le garçon était réveillé, son cœur rata un battement. Il se leva lentement, essuya d'un geste la fatigue de son visage et suivit le couloir en silence. À l'intérieur de la chambre, le petit était assis, l'air hagard, les yeux cernés mais conscient.
Il tourna la tête en entendant la porte s'ouvrir et observa Philippe avec méfiance. « Bonjour, dit Philippe, la voix douce, presque hésitante. Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de baisser les yeux vers ses mains. Philippe s'approcha lentement, s'arrêta à 1 mètre du lit. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il, essayant de ne pas le brusquer. Le garçon haussa légèrement les épaules, le regard fixé sur le drap blanc. Il sembla chercher une réponse à offrir, mais n'en donna aucune. Philippe soupira. Il n'insista pas. Il comprenait ce silence. Il le connaissait. C'était celui de ceux qui ont appris que parler pouvait faire mal. Alors il s'assit à bonne distance et attendit. Il resta là, simplement, à être présent. Les heures passèrent lentement. Par moments, l'enfant jetait un regard furtif vers lui, comme s'il évaluait la menace, la bienveillance ou les deux à la fois. Vers midi, une infirmière apporta un plateau de nourriture que l'enfant repoussa. Philippe se leva alors, s'approcha du lit et prit le pot de compote. « Tu devrais manger un peu. Tu auras plus de force. » Le garçon hésita, puis tendit timidement la main pour attraper la cuillère. Il avala quelques bouchées en silence. Philippe l'observait, chaque mouvement, chaque mimique. Il ne savait pas ce qu'il cherchait exactement, mais il espérait y trouver une trace, un écho, sans quelque chose. Ce ne fut que dans l'après-midi, alors qu'une autre infirmière aidait le garçon à changer de chemise, que Philippe aperçut ce qui allait bouleverser ses certitudes. Sur le haut de son bras gauche, juste en dessous de l'épaule, une petite cicatrice en forme de demi-lune. Philippe se figea. Il connaissait cette marque. Il la connaissait parce qu'Élise en avait une identique, au même endroit. Un souvenir d'enfance raconté un soir d'été, quand il riait dans un champ de lavande, elle en robe claire lui allongeait dans l'herbe, le cœur plein. Un frisson le traversa. Plus tard, alors que l'enfant dormait à nouveau, Philippe demanda à l'infirmière s'il pouvait examiner ses effets personnels. Elle accepta, après avoir consulté le médecin. On lui remit un petit sac plastique contenant un pantalon sale, un t-shirt troué, un vieux carnet de dessin et une photographie pliée en 4. Il l'ouvrit avec précaution. La photo était usée, mais on distinguait clairement l'enfant, plus jeune, peut-être 6 ou 7 ans, debout sur un trottoir mouillé, un sac à dos trop grand sur les épaules. Derrière lui, à moitié coupé par le cadre, une silhouette féminine. Une main sur l'épaule du garçon, un sourire à peine visible. Et ce visage qu'il aurait reconnu entre 1000. Même flou, même partiellement caché, c'était elle, Élise. Il sentit son monde basculer. Le poids des années, de l'absence, des questions sans réponse, tout revenait avec la violence d'un raz-de-marée. Il s'assit, les jambes tremblantes. La photo dans une main, la lettre dans l'autre. Il comprenait que tout ce qu'il avait cru perdu pouvait, peut-être, être retrouvé. Et si le garçon était vraiment son fils? Cette idée, encore fragile, s'infiltra dans son esprit comme un poison doux. Elle était là, insistante, irréfutable. Il se leva, fit quelques pas dans le couloir, cherchant de l'air, de la clarté, une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. Tout semblait converger. La lettre, le prénom, la cicatrice, la photo. Il revint dans la chambre, s'assit à nouveau près du lit. « Tu sais qui je suis » murmura-t-il. L'enfant ouvrit les yeux, le regarda longuement, puis secoua lentement la tête. Philippe se pencha un peu plus, prit une inspiration. « Je m'appelle Philippe. Philippe Moreau. » Le garçon cligna des yeux, l'air absent. Philippe poursuivit. « Est-ce que ta maman s'appelait Élise ?» Un silence lourd s'installa. L'enfant baissa les yeux, puis serra la couverture contre lui. Il murmura quelque chose d'à peine audible. Elle disait qu'un jour, je devrais trouver un monsieur Philippe, que lui, il comprendrait. Ce fut comme un coup de poignard. Dans la poitrine de Philippe, il ferma les yeux, inspira profondément. Les pièces du puzzle s'assemblaient douloureusement, irrévocablement. Élise ne l'avait jamais oublié, et ce garçon pouvait bien être son fils. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange routine. Philippe venait chaque matin à l'hôpital, passait des heures au chevet du garçon, s'efforçant d'établir une connexion. Le garçon, toujours méfiant, ne disait presque rien. Il mangeait peu, dormait beaucoup et se recroquevillait chaque fois qu'un inconnu entrait dans la chambre. Philippe, d'abord maladroit, apprit à apprivoiser son silence, à lui parler, doucement, sans attendre de réponse immédiate.
Il avait compris que ce n'était pas l'enfant qui refusait de parler, mais le monde qui, trop souvent, ne l'avait pas écouté. Les médecins notaient une amélioration de son état physique, mais personne ne savait d'où il venait réellement. Philippe insista pour rencontrer l'assistante sociale responsable de son dossier. Il voulait des réponses. Ce qu'il obtint, cependant, ne fut qu'un enchaînement de constats vides. L'enfant n'est associé à aucun dossier médical. Antérieur, expliqua la femme assise de l'autre côté du bureau. Aucun registre scolaire, aucun certificat de naissance. C'est comme s'il n'existait pas administrativement. Ce n'est pas possible, répliqua Philippe. Il a une mère. Il a eu une vie. Vous me dites qu'il n'a laissé aucune trace. Aucune officielle, ce n'est pas rare, surtout dans les cas de vie en marge. Certaines mères, pour diverses raisons, choisissent de ne jamais enregistrer leur enfant. Peur des services sociaux, instabilité, violence. Il y a beaucoup de raisons. Philippe serra les mâchoires. L'idée que quelqu'un ait pu choisir d'effacer un enfant de l'existence administrative le révoltait. Mais plus encore, il voulait comprendre pourquoi. Pourquoi Élise, elle, aurait fait cela. Elle n'était pas du genre à fuir, à mentir, à vivre cachée, à moins qu'elle n'ait été contrainte. L'assistante lui tendit un sac en plastique supplémentaire. « Voici ce que nous avons trouvé dans ces vêtements. Cela ne figurait pas dans les premiers effets transmis. » Philippe le prit, l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie légèrement courbée, presque collée par l'humidité. Il la sortit avec précaution. La scène représentait une ruelle étroite, pavée, probablement quelque part dans Lyon. Le garçon y figurait encore, plus jeune, souriant cette fois. Derrière lui, une femme apparaissait de profil, floue, presque méconnaissable, mais les cheveux, la posture, les traits du visage. Philippe sut immédiatement. C'était elle. Il sentit ses mains trembler. Il rangea la photo avec précaution, puis releva les yeux. « Vous avez parlé avec lui ?» demanda-t-il. « Il vous a dit quelque chose ?»« Très peu. Il a mentionné un prénom, Claire. Il a dit que c'était sa maman, mais il ne veut pas en dire plus. Il a peur. » Philippe répéta le nom dans sa tête. Claire, pas Élise. Était-ce un pseudonyme? Une autre identité? Une précaution? Cela ne faisait que renforcer l'idée qu'elle avait été forcée à disparaître, à inventer une nouvelle vie. Nous avons essayé de rechercher une femme nommée Claire, correspondant à ce signalement, continua l'assistante. Mais sans nom de famille, sans adresse stable, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Philippe quitta l'hôpital avec un poids au ventre. Dans sa voiture, il étala les objets sur le siège passager. La lettre, la photo, le bracelet et maintenant cette nouvelle image. Il avait devant lui des fragments, des éclats de vérité, mais rien de concret. Il devait chercher ailleurs. Il décida de retourner dans le seul lieu qui pourrait lui offrir des réponses. La maison de campagne où il avait vécu avec Élise, des années plus tôt. Cette maison, il ne l'avait pas visitée depuis longtemps. Trop de souvenirs y étaient enfermés, trop de douleurs. Mais s'il y avait un endroit où elle aurait pu laisser quelque chose derrière elle, c'était là. Il prit la route en fin d'après-midi, traversa les collines du Beaujolais, la lumière du soleil déclinant derrière les arbres. La maison, dissimulée derrière un mur de pierre et des haies denses, semblait inchangée. Il entra avec ses clés, l'air chargé de poussière et de silence. Chaque pas résonnait comme un écho du passé. Dans le salon, le vieux canapé était recouvert d'un drap blanc. Sur la cheminée, des cadres vides, abandonnés. Il monta à l'étage, poussa la porte de l'ancienne chambre d'Élise. Tout y était figé. Il s'agenouilla devant l'armoire, ouvrit les tiroirs. Rien. Il fouilla sous le lit, derrière les rideaux, dans les boîtes empilées dans le placard. Puis, dans le dernier tiroir, caché sous une pile de draps jaunis, il trouva une petite boîte en bois. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une dizaine de lettres soigneusement pliées. L'encre avait pâli, mais l'écriture était la sienne. Élise. Chaque lettre était adressée à lui. Aucune n'était ouverte. Il en lut une, puis une autre. Toutes racontaient des fragments de vie après leur séparation. Toutes parlaient de lui, du vide qu'il avait laissé, de la peur et enfin d'un enfant. « Je suis enceinte, Philippe. Je ne sais pas si tu verras un jour cette lettre. Ta famille ne me laissera jamais te retrouver. Ils ont tout fait pour me faire disparaître. Mais je t'aime encore. Et ce bébé, c'est notre lien, même si tu ne le sais pas. » Philippe ferma les yeux, submergé. Le silence de la maison devint assourdissant. Tout ce qu'il n'avait jamais, compris tout ce qu'il avait tenté d'enterrer,
venait de remonter, éclatant, irréfutable. Il avait un fils. Et Élise avait tout fait pour qu'il le sache un jour. Le vent soufflait fort entre les murs de la vieille maison de campagne. Philippe restait assis au sol, les lettres étalées devant lui, comme un archéologue ayant mis au jour un trésor oublié. La lumière du jour baissait peu à peu, et seule une fine bande dorée s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Tout autour de lui respirait l'absence, mais entre ses mains, la présence d'Élise reprenait forme. Chaque mot qu'elle avait écrit portait sa voix, son odeur, sa peur, son amour. Il avait lu 6 lettres, puis s'était arrêté, le cœur serré. Les autres, il les lirait plus tard. Il avait besoin de temps pour les digérer. Mais une chose était certaine, Élise n'était pas partie par choix. Elle avait été poussée, rejetée, effacée. Philippe se leva lentement, rangea les lettres dans la boîte, puis la plaça dans son manteau. Il descendit au rez-de-chaussée, s'arrêta devant le miroir du couloir. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme transformé, les traits tirés, les yeux rougis, mais aussi une détermination nouvelle. Il n'était plus un simple spectateur du passé, il était devenu un homme en quête de réparation. Avant de quitter la maison, il ouvrit la porte de la remise attenante. À l'intérieur, des cartons empilés, des objets couverts de poussière, mais aussi une ancienne commode qu'Élise aimait. Dans le dernier tiroir, il trouva un carnet de croquis usé avec son prénom écrit à l'intérieur. Les pages contenaient des esquisses d'elle, de lui, de paysages familiers, de scènes de leur quotidien disparu. Et, au centre, un dessin surprenant. Une femme tenant un bébé dans ses bras debout sur une colline face à la mer. Le trait était hésitant, mais l'intention était claire. Elle l'avait dessiné après leur séparation. Ce soir-là, de retour à Lyon, Philippe ne rentra pas chez lui. Il alla directement à l'hôpital. L'enfant dormait. Il s'assit à son chevet, sortit une des lettres, la relut en silence. Il voulait tout lui raconter, mais il ne savait pas par où commencer. Comment expliquer à un enfant qu'il était le fruit d'un amour interdit, d'une histoire interrompida par la cruauté de ceux qui refusaient d'accepter? Le lendemain matin, le médecin annonça que le garçon allait pouvoir sortir d'ici quelques jours. Philippe, déjà persuadido de son lien avec l'enfant, demanda à parler à la direction. Il voulait prendre soin de lui, au moins jusqu'à ce qu'on retrouve sa mère, si toutefois cela était encore possible. On lui parla de procédures, de démarches judiciaires, de tutelle provisoire. Il accepta tout. Il voulait qu'il se sente chez lui, mais avant cela, il devait en savoir plus. Il devait aller au bout de ses soupçons. Il engagea un détective privé, un homme de confiance, méthodique, discret. Il lui remit la photographie, la lettre d'Élise, les détails de son passé avec elle et surtout le nom clair. « Je veux que vous retrouviez cette femme, dit-il. Je crois qu'elle est Élise. Et si elle est en danger ou pire, je dois le savoir. » Le détective acquiesça sans poser de questions. Il avait vu dans les yeux de Philippe ce feu rare qui pousse un homme à tout risquer pour combler un vide. En attendant, Philippe passait ses journées à l'hôpital. Il apportait des livres, des jeux simples. Le garçon, qu'il appelait désormais « mon petit » par tendresse instinctive, commençait à lui sourire. De courts échanges naissaient entre eux. « Tu aimes dessiner ?» demanda Philippe en lui tendant un carnet. Le garçon hocha timidement la tête. « Tu veux essayer ?» Il prit le crayon, dessina en silence. Quelques minutes plus tard, il tendit le carnet à Philippe. Un croquis simple mais précis. Un homme aux cheveux poivre et sel en costume tenant la main d'un enfant. Philippe sentit sa gorge se serra. « C'est toi ?» demanda-t-il. L'enfant fit oui de la tête. « Et l'homme ?» Un silence, puis un mot presque murmuré. « Papa !» Philippe détourna le regard pour contenir l'émotion. Il ne pouvait pas encore lui dire la vérité, pas sans certitude, mais tout en lui criait que oui. Ce garçon était son fils. 2 jours plus tard, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôpital pour la nuit, une infirmière lui remit une petite boîte trouvée parmi les affaires du garçon. À l'intérieur, un morceau de papier replié, une écriture familière, cette fois tremblante, pressée. « S'il m'arrive quelque chose, va voir Philippe Moreau. Il saura. Il comprendra. » Philippe resta un long moment sans bouger, la note entre les mains. Elle lui avait confié son fils. Elle avait tout prévu, même son absence. La pluie tombait fine sur les toits de Paris, dessinant des arabesques, sombres sur les vitres du train que Philippe observait depuis sa place, le regard perdu au-delà du reflet de son propre visage. Il tenait entre ses mains une photo imprimée par le détective,
qu'il avait engagé. Claire et le garçon, main dans la main, devant un centre d'accueil pour sans-abri dans le 19e arrondissement. Le nom du lieu lui était inconnu, mais c'était la première vraie piste. Philippe n'avait pas hésité une seconde à faire le trajet. Le bâtiment sobre s'élevait entre deux immeubles gris, une simple plaque indiquant « Accueil solidaire, maison du partage ». À l'intérieur, l'air sentait le café, la lessive et une légère odeur de soupe. L'endroit était animé mais calme. Des bénévoles allant et venant entre les couloirs, offrant des sourires et des gestes de réconfort. Il se présenta à l'accueil, demanda à parler à la responsable. Une femme dans la cinquantaine, aux cheveux attachés et aux yeux clairs, s'approcha. Elle s'appelait Madeleine. « Vous cherchez Claire ?» demanda-t-elle méfiante après avoir entendu sa requête. « Je pense qu'elle s'appelait Élise, autrefois, » répondit Philippe, la voix posée mais ferme. « Je crois que c'est la mère du garçon que j'ai recueilli. Elle a disparu il y a quelques semaines. » Madeleine l'observa longuement, puis, dans un soupir, elle lui fit signe de la suivre dans une petite pièce à l'écart. Elle ferma la porte. Claire était discrète, mais on savait tous qu'elle fuyait quelque chose. Elle avait ce regard de ceux qui vivent en sursis. Elle venait souvent ici avec son fils, un petit garçon doux, silencieux, toujours accroché à elle. Elle l'appelait Léo. Léo. Le nom vibra dans la poitrine de Philippe. Il hocha la tête. Elle a dit quelque chose avant de partir. Rien. C'était comme un matin, comme les autres. Elle a pris un repas, a parlé à quelques femmes, puis elle est sortie avec son fils. On ne l'a plus jamais revue. On a cru qu'elle avait trouvé un autre refuge ou qu'elle avait décidé de quitter Paris. Philippe sortit la photo, la tendit à Madeleine. Elle la regarda, hocha la tête. « Oui, c'est elle, Claire. Mais je reconnais ce visage. Attendez. » Elle se leva, alla fouiller dans une armoire, en sortit une boîte remplie de papier. Après quelques minutes, elle retrouva une fiche d'inscription avec une photo agrafée. « C'est elle, confirma-t-elle. Mais elle s'est enregistrée sous le nom de Claire Dumas. Pas de pièce d'identité, rien d'autre, seulement une adresse postale provisoire et ce prénom. » Philippe prit la fiche, la regarda longuement. La photo était en noir et blanc, mal découpée, mais c'était bien elle. Un visage qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans, mais qu'il reconnaîtrait même dans un rêve. Elle n'avait pas changé tant que ça. Le regard était plus fatigué, les traits plus marqués, mais c'était toujours Élise. « Est-ce qu'elle parlait de son passé ?» demanda-t-il, la voix serrée. « Presque jamais. Mais une fois, je l'ai entendue murmurer à une autre femme qu'elle avait tout quitté pour protéger son fils, qu'elle avait vécu un amour interdit. Elle parlait comme quelqu'un qui avait perdu plus qu'elle ne pouvait dire. Elle semblait porter un chagrin ancien. » Philippe se leva, les mains tremblantes. Il savait désormais que Claire et Élise étaient une seule et même personne, que Léo était bien leur fils. Mais l'angoisse montait. Où était-elle maintenant? Pourquoi n'avait-elle pas tenté de reprendre contact? Était-elle encore en vie? Madeleine posa la main sur son bras. « Je vais vous aider. Je vais poser des questions, parler aux autres bénévoles, vérifier si quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. Mais si elle est partie sans laisser de traces, cela signifie qu'elle avait une bonne raison. » Philippe acquiesça. Il savait que rien ne serait simple, mais chaque pas le rapprochait de la vérité, de leur vérité. Avant de partir, il s'arrêta, dans le hall. Une affiche colorée présentait un événement passé, une fête d'hiver organisée pour les familles. En bas de l'affiche, une photo de groupe. Il reconnut Claire debout à l'arrière, Léo dans les bras. Elle souriait. Un sourire timide, presque absent, mais vrai. Elle n'était pas qu'une fugitive. Elle avait essayé d'offrir un peu de normalité à leur fils, même dans l'ombre. Dans le train du retour, Philippe fixait cette photo sur son téléphone. Il pensait à tout ce qu'elle avait dû affronter seule. À la solitude, aux nuits froides, à la peur constante. Et à Léo, qui ne comprenait pas encore l'ampleur de tout cela. Mais il comprenait, lui. Il comprenait qu'il était temps de réparer, non seulement pour lui, mais pour elle, pour eux deux, pour Léo. Lorsque Philippe revint à Lyon, le jour se levait doucement sur les toits dorés par la lumière pâle du matin. Il n'avait presque pas dormi, mais son esprit était étrangement clair. Il savait ce qu'il devait faire. Le visage de Claire, ou plutôt d'Élise, hantait ses pensées. Léo, son fils, dormait encore à l'hôpital, ignorant que les jours à venir changeraient radicalement sa vie. La décision mûrit sans qu'il ait besoin de mots pour la formuler. Il allait l'adopter, ou du moins
obtenir la garde provisoire. Pas parce que c'était ce que l'on attendait de lui, mais parce qu'il le voulait, parce qu'il en avait besoin, parce qu'Élise l'avait voulu aussi. Cela, il en était certain. À l'hôpital, il demanda à parler à la direction. Les démarches étaient complexes. Il fallait obtenir une décision judiciaire, prouver sa capacité à accueillir un enfant et surtout démontrer qu'il n'y avait pas d'autres membres de la famille connue. Il accepta tout. Il signa, consulta des avocats, convoqua son notaire. Il n'épargna aucune ressource. Peu importait le temps, le coût ou l'attente, ce garçon ne dormirait plus jamais sur des cartons, dans un garage. Froide. Pendant les jours qui suivirent, Philippe transforma une partie de sa maison. Il fit venir un décorateur d'intérieur, ordonna que l'une des chambres soit réaménagée pour Léo. Pas une chambre d'enfant impersonnelle, mais un espace chaleureux rempli de livres, de jeux simples, de dessins au mur. Il voulait que Léo sente qu'il y avait là un endroit pour lui. Rien que pour lui. Le garçon, de son côté, se rétablissait. Il parlait encore peu, mais chaque jour ses silences devenaient moins lourds. Il acceptait la présence de Philippe avec une sorte de confiance instinctive. Il ne posait pas beaucoup de questions, mais regardait souvent l'homme comme s'il essayait de reconnaître en lui quelque chose de familier. Un ton de voix, un geste, une chaleur. Un soir, alors que Philippe le raccompagnait dans sa chambre d'hôpital après une promenade dans le couloir, Léo s'arrêta devant un miroir. Il resta là un moment silencieux, puis dit « On a les mêmes yeux ». Philippe, surpris, le regarda à travers le reflet. Il vit dans le miroir 2 paires d'yeux bruns, profonds, et une ressemblance qui le frappa de plein fouet. « Peut-être, oui », répondit-il doucement. Léo tourna la tête vers lui, puis lui prit la main. Ce fut un geste simple, mais pour Philippe, ce fut comme un serment silencieux. Il sentit en cet instant que ce lien n'était pas une illusion. À partir de ce jour-là, le garçon l'appela Philippe, mais avec une douceur nouvelle, presque affectueuse. Et de temps à autre, il riait, un rire discret mais sincère, qui venait du ventre, comme un rayon de lumière perçant la grisaille. Philippe, lui, se surprenait à changer. Il modifiait ses habitudes, délaissait certains dossiers, annulait des réunions. Il voulait être là le matin, quand Léo ouvrait les yeux. Être celui qui posait une main rassurante sur son épaule avant une prise de sang. Être présent, tout simplement. Chose qu'il n'avait jamais su faire auparavant, même pour lui-même. Un jour, au détour d'un couloir, une infirmière le prit à part. « Il vous ressemble beaucoup », dit-elle en souriant. Il ne répondit rien, il n'avait pas besoin. Tout en lui criait que oui, Léo était bien son fils. En attendant le résultat du test ADN, il l'hébergea dans sa maison sous garde temporaire, autorisé par une décision d'urgence. Léo découvrait un nouveau monde, un lit chaud, des repas à heure fixe, des livres lus à voix haute avant de dormir. Il posait peu de questions, mais Philippe le voyait observer, s'imprégner lentement, comme une éponge curieuse de chaque détail. « Tu sais, » dit un soir Léo en fixant le plafond, « maman disait souvent que tu étais un homme, triste, mais pas méchant. » Philippe ne répondit pas tout de suite. Il posa le livre qu'il lisait, éteignit la lumière et resta là, dans l'obscurité. « Elle avait raison, » dit-il finalement. « Je ne savais plus être heureux. » Et maintenant, un silence. « Maintenant, je crois que j'apprends à nouveau. » Cette nuit-là, il rêva d'Élise. Elle marchait au bord de la mer, les cheveux au vent, souriante, tenant la main d'un enfant. Il ne voyait pas son visage, mais il savait que c'était Léo. Et dans son rêve, elle lui lançait un regard chargé de paix. Comme si elle disait « Tu fais ce qu'il faut ». Et il le savait. Il n'avait jamais été aussi sûr de rien. Le ciel était d'un gris uniforme ce matin-là, et une fine bruine tombait sur les vitres de la grande maison de Philippe Moreau. Léo, désormais installé depuis quelques jours, commençait à s'habituer à sa nouvelle vie. Il apprenait les habitudes de la maison, les bruits familiers, les visages souriants des quelques employés discrets que Philippe avait soigneusement choisis pour ne pas perturber l'enfant. Chaque journée apportait une nouvelle petite victoire. Un rire, de plus un mot spontané, un geste d'affection. Philippe, de son côté, s'émerveillait en silence, redécouvrant la tendresse à travers ce fils qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Ce matin-là, cependant, une chose inattendue allait une fois de plus bouleverser leur quotidien. Philippe avait décidé de faire nettoyer son véhicule, celui qu'il avait utilisé pour conduire Léo à l'hôpital lors de leur première rencontre. Il s'agissait d'une simple formalité, mais aussi d'un geste symbolique. Tourner une page.
Il emmena lui-même la voiture chez un service de lavage qu'il connaissait, puis demanda un nettoyage intérieur complet. Tandis qu'il patientait dans un petit salon attenant, un employé vint le chercher après une dizaine de minutes. « Monsieur Moreau, nous avons trouvé ceci sous la banquette arrière. » Philippe prit l'objet tendu. C'était une enveloppe, beige, scellée, un peu cornée sur les bords. Elle n'avait ni timbre ni adresse, mais portait une écriture familière, en lettres fines, légèrement inclinées, à remettre à Philippe Moreau, si je ne suis plus là. Son cœur se serra. Il reconnut immédiatement l'écriture. Élise. Il retourna à la voiture, s'installa dans le siège conducteur, l'enveloppe posée sur ses genoux. Il prit une longue inspiration, puis rompit le sceau. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée, sans date, mais chargée de mots lourds, tremblants. « Philippe, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas pu rester. J'ai toujours su que ce jour arriverait, que la vérité finirait par te retrouver, même si je n'étais plus là pour l'expliquer. J'ai vécu dans l'ombre parce qu'on ne m'a laissé aucun choix. Ta famille, ton nom, ton héritage, tout cela était trop grand, trop menaçant pour moi. J'ai fui pour protéger ce que nous avions créé, notre fils. Il s'appelle Léo. Il a ton regard, ton calme, ton silence aussi. Je ne voulais pas qu'il grandisse sans savoir d'où il venait. Alors je lui ai parlé de toi. Tous les soirs, je lui racontais ton amour, ta force, ta tristesse aussi. Je lui ai dit qu'un jour, il te retrouverait, que tu saurais. Et si, un jour il trouve cette lettre, s'il la lit ou si tu la lis à sa place, alors sache que je t'ai toujours aimé. Même dans la fuite, même dans le froid. Tu étais ma lumière, et il est le reflet de cette lumière. Je te le confie. C'est tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Aime-le comme je t'ai aimé. Et pardonne-moi. Élise. Philippe resta un long moment immobile. Le monde autour de lui s'était figé. Il sentait sa respiration se raccourcir, sa gorge se nouer, ses yeux se remplir de larmes qu'il ne retint pas. C'était comme si elle lui parlait à travers le temps. Comme si elle était là, assise à côté de lui, la main posée sur la sienne, lui disant adieu et bonjour à la fois. Il relut la lettre 3 fois. Chaque mot semblait porter un poids qu'aucun cri ne pourrait exprimer. Elle avait vécu dans la peur. Il avait vécu dans le vide. Et au milieu de tout cela, un enfant qui, sans le savoir, avait été le pont entre deux cœurs séparés par la cruauté du monde. Il rentra à la maison plus tard que prévu. Léo l'attendait dans le salon, dessinant en silence. Il leva les yeux en le voyant entrer. « Ça va ?» demanda-t-il. Philippe acquiesça puis s'assit près de lui. Il posa la lettre sur la table. « J'ai trouvé quelque chose. De ta maman. » Léo le regarda, inquiet. Elle l'avait laissé dans la voiture. Pour moi, pour nous. Il ne dit rien de plus ce soir-là, mais avant de dormir, Léo demanda à Philippe de lire la lettre à voix haute. Ce qu'il fit, avec difficulté, sa voix tremblante, chaque mot résonnant comme une confession partagée. À la fin, l'enfant se blottit contre lui sans dire un mot. Et ainsi, dans le silence de cette nuit, une vérité essentielle s'installa. Entre eux, plus qu'un simple lien de sang. Une promesse, un héritage d'amour et de douleur transmis dans une enveloppe oubliada sous un siège. Le lendemain matin, la maison semblait plus silencieuse que de coutume. Ni Philippe ni Léo ne parlèrent beaucoup au petit déjeuner. La lettre d'Élise, lue à voix haute la veille, avait laissé une empreinte invisible dans l'air. L'enfant mangeait lentement, pensif, le regard perdu par moments dans le vide, comme s'il revivait les mots de sa mère. Philippe, quant à lui, fixait sa tasse de café, les pensées embrouillées, son cœur alourdi. Ce n'est que plus tard, dans le bureau vitré qui donnait sur le jardin, que Philippe s'autorisa à ouvrir un autre dossier. Il avait demandé au détective de continuer les recherches, d'aller plus loin, de fouiller les archives, d'interroger les anciens employés de son père, les avocats de la famille, quiconque aurait pu jouer un rôle dans la disparition d'Élise. Il n'avait plus de doute. Sa famille avait orchestré son éloignement. Ce n'était pas une supposition, mais une certitude viscérale que chaque indice confirmait. Quelques jours plus tard, le détective revint avec une épaisse enveloppe. Philippe la prit, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, des copies de courriers, des extraits d'enregistrements et une lettre signée d'un avocat aujourd'hui à la retraite. L'homme, dans une déclaration manuscrite, confessait avoir été payé pour rédiger un accord illégal, forçant Élise à quitter la ville en échange d'un silence imposé.
Un contrat de non-proximité, comme il appelait cela. En d'autres termes, une interdiction d'Eguizada de vivre près de Philippe, de le contacter, de revendiquer quoi que ce soit. Philippe lut et relut chaque page. Son père, aujourd'hui, décédé, y apparaissait à plusieurs reprises, ainsi qu'un cousin éloigné chargé d'exécuter les détails. Tout était documenté, froid, méthodique. On avait chassé Élise comme une menace à éliminer, et avec elle, on avait anéanti l'amour d'une vie. Et pire encore, on avait tenté de lui voler son fils. Le soir, il monta dans la chambre de Léo. L'enfant dessinait comme souvent, concentré, la langue entre les dents. Sur le papier, une silhouette féminine au bord d'un champ. Le vent dans les cheveux, un enfant courant à ses pieds. « C'est maman ?» demanda Philippe en s'asseyant près de lui. Léo fit oui de la tête, sans rien dire. « Elle me manque », murmura-t-il. « À moi aussi », répondit Philippe sincère, « plus que tu ne peux imaginer. » Il marqua une pause, hésitant, puis reprit « J'ai découvert des choses aujourd'hui, des vérités que j'aurais voulu ne jamais avoir à te dire. Mais tu as le droit de savoir. » Léo releva les yeux, curieux. Philippe inspira profondément. « Ta maman, elle n'est pas partie parce qu'elle le voulait. Elle a été forcée. Ma famille n'a jamais accepté qu'on soit ensemble. Ils ont fait des choses terribles pour l'éloigner. Ils ont menti. Ils l'ont payé pour disparaître. Et elle l'a fait parce qu'elle pensait que c'était la seule manière de te protéger. » Léo fronça les sourcils. Il ne comprenait pas tout, mais il saisissait l'essentiel. Il serra son crayon plus fort, puis murmura « Ils lui ont fait du mal ?» Philippe baissa les yeux. « Pas physiquement, mais ils l'ont brisé, oui. Et moi, je n'ai rien vu, rien compris. J'ai cru qu'elle m'avait quitté, et je l'ai cherchée, mais jamais au bon endroit. » Léo ne répondit pas. Il retourna à son dessin. Mais cette fois, il ajouta une nouvelle silhouette. Un homme debout à côté de la femme, main dans la main avec l'enfant. Philippe observa le dessin se former, bouleversé. « C'est toi maintenant, » dit Léo sans lever les yeux. « Tu peux rester là aussi. » Philippe sentit une vague d'émotion l'envahir. Il posa la main sur l'épaule de Léo, la serra doucement. Il ne trouva rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Plus tard, seul dans son bureau, il écrivit une lettre. Pas pour un tribunal, pas pour un avocat, mais pour Élise. Une lettre qu'il ne posterait jamais, mais qui devait exister. « Élise, je sais enfin, je comprends. J'ai été aveugle, sourd, absent, mais je suis là maintenant. Léo est là. Il te ressemble dans tout ce qu'il a de lumineux. Je le regarde et je te revois. Je le serre dans mes bras et je sens ton parfum. Je te pardonne. Je me pardonne un peu aussi, mais surtout je te remercie d'avoir tenu, d'avoir protégé ce qui restait de nous. Je ferai tout pour qu'il soit heureux, pour qu'il sache que tu as aimé, que tu as souffert, mais que tu as toujours espéré. » Il reposa la plume, essuya discrètement une larme. Et cette nuit-là, il dormit mieux que toutes les nuits précédentes. Parce qu'il n'était plus prisonnier du passé. Il en était devenu le gardien, le protecteur pour lui, pour Léo, pour elle. Les jours avaient passé, et la maison de Philippe Moreau n'était plus la même. Elle respirait la vie. Les pas légers de Léo dans les couloirs, ses dessins accrochés au mur du bureau, les livres qu'il laissait ouverts sur les fauteuils. Tout témoignait de sa présence, de son intégration lente mais profonde. Et Philippe, lui, s'habituait à cette nouvelle existence où les chiffres laissaient place au silence partagé, au regard, aux questions simples mais essentielles. Il n'était plus seulement l'homme d'affaires, le solitaire au cœur, verrouillé. Il devenait un père. Un soir, il décida que le moment était venu. Il inviterait Léo à dîner, dans la salle principale qu'il n'utilisait plus depuis des années. Il voulait lui parler, tout lui dire. La vérité complète, les lettres, les pressions familiales, les promesses rompidas et surtout, l'amour. Il voulait que Léo sache qui était Élise, au-delà des souvenirs d'enfant. Il voulait qu'il connaisse la femme forte et douce qu'il avait aimée plus que tout. Il demanda à Sua cuisinière de préparer quelque chose de spécial. Un plat, simple mais savoureux, que Léo apprécierait. Il choisit soigneusement la musique en fond, alluma quelques chandelles, comme pour rendre l'instant solennel sans être intimidant. Léo, curieux, demanda pourquoi tout cela. « Ce soir, j'aimerais qu'on parle. Un vrai dîner entre nous. Deux, juste nous. » Léo accepta, visiblement intrigué. Il était de plus en plus à l'aise, même si ses silences restaient nombreux.
Il s'assit à la grande table, les yeux brillants sous la lumière douce. Le repas commença tranquillement. Ils parlèrent de l'école, des livres qu'ils lisaient ensemble, des dessins de Léo. Puis, alors que Philippe s'apprêtait à aborder le sujet tant redoutado, Léo le devança. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en sortant une petite boîte de la poche de son sweat. Philippe le regarda, surpris. « Où ça ?»« Dans les affaires de maman. » C'était caché dans la doublure de son vieux sac. Il tendit la boîte à Philippe, qui la prit avec précaution. Elle était légère, en bois foncé, finement ouvragée. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un objet familier, un collier. Simple, un pendentif en forme de goutte en nacre, suspendu à une fine chaîne d'argent. Philippe le reconnut immédiatement. C'était celui qu'il avait offert à Élise le jour où elle lui avait promis de ne jamais le quitter. Ce jour-là, dans une clairière non loin de leur maison de campagne, elle avait prononcé ces mots qu'il n'avait jamais oubliés. « Tant que je porterai ça, tu sauras que je pense à toi. Même si le monde nous sépare. » Philippe sentit sa gorge se nouer. Il serra le collier dans sa main comme pour y chercher un écho du passé. « C'est à elle ?» demanda Léo. « Oui, » murmura-t-il. « Je le lui ai donné, il y a très longtemps, avant que tout change. » Il ferma les yeux un instant. Les souvenirs affluaient, violents, tendres, insoutenables. Élise, riant sous le soleil. Élise, la nuit, blottie contre lui. Élise, le quittant, sans mot dire. Il rouvrit les yeux, posa le collier sur la table. « Je voulais justement te parler d'elle ce soir, te raconter qui elle était, ce qu'elle représentait pour moi. Et aussi ce qu'on nous a volé. » Léo hocha doucement la tête. Il semblait prêt, attentif, bien plus mûr que son âge. Philippe prit une longue inspiration. « Quand j'ai rencontré ta mère, j'étais un homme très différent. Je vivais pour le travail, pour la reconnaissance. Elle est arrivée comme une évidence. Elle était tout ce que je n'étais pas. Vivante, libre, entière. On s'aimait, vraiment. Mais ma famille n'a jamais accepté. » Il s'interrompit un instant, puis reprit. « Ils ont tout fait pour nous séparer. Ils ont menti, l'ont menacé. Et moi, je n'ai rien vu venir. Elle est partie enceinte de toi, pour te protéger, pour me protéger peut-être aussi. Et je ne l'ai su que trop tard. » Un silence s'installa. Léo regardait le collier, pensif. « Elle me parlait de toi, dit-il. Tous les soirs, elle me disait que tu pleurais en regardant la mer, que tu étais seul mais que tu m'attendais, que je devais te retrouver si jamais elle ne revenait pas. » Philippe ferma les yeux, incapable de contenir les larmes. Il ne sanglota pas. Ce fut un silence chargé de douleur, un effondrement discret mais profond. Il posa une main sur la sienne. « Tu es là maintenant. Et je suis là, et je ne te laisserai plus jamais. » Ils restèrent ainsi, sans mot dire. Le repas refroidi sur la table, les chandelles vacillant dans l'air immobile, et entre eux, le passé se transformant en avenir. Un pont venait d'être reconstruit. Pas sur des ruines, mais sur des vérités enfin dites. La nuit tombait sur Lyon, et dans la grande maison de Philippe Moreau, un silence doux régnait après le dîner inachevé. Les restes froids avaient été laissés sur la table, les chandelles brûlaient encore faiblement, et les mots échangés quelques heures plus tôt flottaient dans l'air comme une brume légère mais persistante. Léo était monté se coucher sans bruit, mais avant de s'endormir, il avait demandé à Philippe de rester un peu, ce qu'il fit sans hésiter. Assis au bord du lit, il regardait l'enfant qui fixait le plafond, les yeux grands ouverts. Il savait que cette nuit serait différente, que quelque chose changerait définitivement. « Tu veux que je lise quelque chose ?» demanda Philippe en désignant un livre posé sur la table de chevet. Léo secoua la tête. « Non, j'ai besoin de te dire un truc. » Philippe sentit son cœur ralentir. Il hocha doucement la tête. « D'accord, je t'écoute. » Léo se tourna vers lui, le regard sérieux, presque adulte dans cette fragilité enfantine. « Maman, elle me parlait souvent de toi, pas juste comme quelqu'un qu'elle avait aimé, mais comme quelqu'un de spécial, quelqu'un qui voyait les choses différemment. Elle disait que tu étais triste, mais que tu ne savais pas pourquoi. » Philippe ne répondit pas. Il sentait venir quelque chose de plus profond, de plus bouleversant. Elle disait aussi que, parfois, tu pleurais. Pas des larmes qu'on voit, des larmes dans le cœur. Et que quand ça arrivait, tu allais près de la mer. Tu restais là des heures à regarder l'eau,
comme si elle pouvait apporter une réponse. Philippe sentit une tension se former dans sa poitrine. Il n'avait jamais parlé de ça à personne, pas même à Élise. C'était un rituel secret, un exutoire invisible. Pendant des années, quand le manque devenait trop fort, il prenait la voiture, roulait jusqu'à la côte et s'asseyait face à l'océan. Sans un mot, sans un cri, juste les vagues, et lui. « Comment elle savait ?» murmura-t-il presque pour lui-même. Léo haussa les épaules. « Elle disait que tu étais toujours là, même loin, que ton cœur parlait plus fort que les mots. Elle me répétait tous les soirs que je devais te retrouver si elle ne revenait pas. Elle me le faisait promettre. » Philippe sentit ses yeux s'emplir de larmes. Il se détourna, mais la voix douce de Léo le ramena à lui. « Je lui ai promis. Tu sais, je lui ai promis que je te trouverais, et que je te dirais ça. Elle disait que tu pleurais en regardant la mer. » Il y eut un long silence. Le genre de silence qu'on ne brise pas, qu'on accepte, qu'on laisse vivre. Philippe se leva lentement, s'assit sur le sol, dos au mur, les genoux repliés. Il essuya son visage du revers de la manche, inspira profondément. « Elle avait raison, » murmura-t-il. « Tout ce temps, j'attendais, même sans savoir. Même quand je pensais avoir oublié, je l'attendais. Et toi avec. » Léo se redressa un peu dans le lit. « Tu crois qu'elle savait que je finirais par venir ici ?» Philippe hocha la tête, sans hésiter. Elle l'espérait. « Et toi, tu l'as fait. Tu as tenu ta promesse. » Le garçon esquissa un sourire discret, puis tira la couverture jusqu'à son menton. « Tu crois qu'elle est fière de moi ?» Philippe s'approcha, s'agenouilla près du lit et posa une main sur sa joue. « Je crois qu'elle est plus fière que jamais. Et moi aussi. » Léo ferma les yeux, apaisé. En quelques minutes, il s'endormit. Philippe resta là un long moment, à l'observer. Il voyait en lui chaque fragment d'Élise, le calme dans la respiration, la force silencieuse, cette manière particulière de regarder le monde, sans bruit, mais avec intensité. Il se leva doucement, sortit de la chambre et descendit au bureau. Il ouvrit le tiroir où il gardait toutes les lettres, les photos, le collier. Il les étala sur la table comme un hôtel secret. Puis, il alluma une lampe, prit une feuille de papier et commença à écrire. Cette fois, ce n'était pas pour Élise, c'était pour Léo. « Mon fils, je ne t'ai pas vu naître, je ne t'ai pas vu grandir, mais aujourd'hui, je te vois. Et c'est tout ce qui compte. Ta mère m'a donné un trésor que je n'ai découvert que trop tard. Mais il est entre mes bras maintenant, et je jure de ne plus jamais le laisser partir. Tu es mon fils, mon héritage, mon espoir, et je t'aime. » Il signa d'une main tremblante « Ton père ». Et pour la première fois depuis des années, Philippe se sentit léger. Non pas parce que le passé était réparé, mais parce que l'avenir, lui, commençait enfin à exister. Le temps à Lyon semblait s'être ralenti, comme suspendu au battement d'un cœur redevenu fragile. Depuis quelques jours, Philippe Moreau vivait dans une attente silencieuse, presque sacrée. L'enveloppe tant attendue était arrivée le matin même, posée sur le bureau de son salon, intacte, encore close, et pourtant déjà lourde de vérité. À l'intérieur, les résultats du test ADN, la confirmation de ce que son cœur savait. Déjà, il l'ouvrit sans cérémonie, sans tremblement visible, mais avec un souffle coupé. Il déplia lentement le document, et ses yeux parcoururent les lignes jusqu'à s'arrêter sur celle qui comptait. Compatibilité génétique. Correspondance de paternité établie. Philippe ne réagit pas tout de suite. Il resta assis, le regard fixé sur la feuille, comme s'il devait laisser les mots pénétrer doucement, sans heurter ce qu'il avait reconstruit en silence. Léo était son fils, officiellement, biologiquement, humainement. Il se leva, monta, lentement l'escalier menant à l'étage, et poussa doucement la porte de la chambre du garçon. Léo était allongé sur le tapis, entouré de crayons et de feuilles griffonnées. Il dessinait une scène de mer, un phare au loin, une silhouette debout au bord des falaises. « Léo » dit Philippe. L'enfant releva la tête, un peu surpris. « Oui ?» Philippe s'assit à côté de lui, lui montra le document. « Ça est confirmé, tu es mon fils, pour de vrai, pas seulement dans le cœur. » Léo resta silencieux quelques secondes, puis haussa doucement les épaules,
un sourire discret aux lèvres. « Je le savais déjà. » Philippe passa sa main dans les cheveux du garçon et le serra contre lui. Aucune parole n'était nécessaire. Ce lien qu'ils avaient tissé au fil des jours ne dépendait pas d'un test, mais savoir enfin apportait un poids nouveau, le poids rassurant de l'irréfutable. Dès le lendemain, Philippe entama les démarches légales. Il ne voulait pas seulement être le tuteur provisoire de Léo, il voulait devenir, devant la loi comme dans l'intime, son père. Il contacta ses avocats, prépara les documents nécessaires, organisa les premières audiences. Il fit venir un notaire, désigna Léo comme son héritier unique, sans condition, sans réserve. La maison changea. Le silence ancien fit place à une nouvelle routine. Une chambre devint un atelier de dessin. Une autre, une bibliothèque à hauteur d'enfant. Philippe ajusta son emploi du temps, annula des rendez-vous, reporta des projets. Il apprenait à dire non au monde pour dire oui à un enfant. Un jour, alors qu'ils rentrèrent d'une balade, Léo s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu crois que maman aurait été contente ?» demanda-t-il, les yeux rivés au sol. Philippe s'accroupit face à lui, le regardant droit dans les yeux. « Elle aurait été fière de toi, de nous deux, de ce qu'on est en train de construire. » Léo acquiesça puis entra en silence. Quand la décision du tribunal arriva, tout semblait déjà joué. La juge prononça l'adoption avec une simplicité émouvante, comme si elle savait que l'amour ici avait depuis longtemps précédé la justice. Philippe signa, la main ferme. Léo, debout à ses côtés, lui prit la main. Ce soir-là, ils fêtèrent en toute discrétion cette nouvelle vie. Un gâteau, une musique douce, une bougie soufflée avec espoir. Philippe, pour la première fois depuis des années, se sentit complet. Plus tard, dans le calme du salon, Léo demanda à écouter une chanson que sa mère chantait. Philippe lança la mélodie. Ils restèrent là, côte à côte, en silence, les yeux fermés. Quand la chanson se termina, Léo murmura « Tu crois qu'elle nous entend ?» Philippe regarda les étoiles à travers la fenêtre. « Je crois qu'elle est là, tous les jours, à travers toi. » Et dans ce moment suspendu, tout devint évident. Il n'y avait plus de passé à réparer, seulement un présent à habiter. Ensemble. Une année entière s'était écoulée depuis cette nuit glaciale où Philippe Moreau avait trouvé un enfant malade, recroquevillé sur des cartons dans le coin sombre de son garage. 12 mois de bouleversements, de révélations, de découvertes bouleversantes et de guérisons lentes. Une année où le silence avait laissé place à la voix d'un fils, où le vide s'était comblé par la présence fragile, mais essentielle, de Léo. Ce jour-là, le soleil baignait les hauteurs de Lyon d'une lumière douce et dorée. La maison de Philippe, jadis aussi froide qu'un musée, respirait maintenant la vie. Des plantes poussaient sur les rebords des fenêtres. Des dessins ornaient les murs du couloir. La voix de Léo résonnait de pièce en pièce, légère, libre. Dans la cuisine, le garçon chuchotait avec Clairette, la gouvernante au cœur tendre, qui lui apprenait à préparer une tarte pour une occasion spéciale. Philippe observait la scène à distance, sans intervenir. Il avait appris à ne pas interrompre les moments qui comptaient, ceux qui se gravent sans bruit dans la mémoire. Sur le calendrier, une petite étoile bleue marquait la date. 1 an, avait écrit Léo en lettres rondes. Philippe n'avait rien dit, mais il avait vu. Il n'oubliait rien. L'après-midi venu, alors que le soleil amorçait sa descente, Léo s'approcha discrètement de lui. « Tu veux venir avec moi ? J'ai quelque chose à te montrer. » Philippe acquiesça. Le garçon le mena sans un mot jusqu'au portail menant au garage, l'endroit même où tout avait commencé. Il poussa doucement la porte, révélant l'intérieur, transformé. Dans le coin où Léo avait dormi cette nuit-là, un tapis bleu avait été soigneusement posé. Au centre, une petite table basse en bois sur laquelle reposait un cadre. Philippe s'approcha, les yeux déjà brouillés par l'émotion. À l'intérieur du cadre, la première lettre d'Élise, celle retrouvée dans la poche de Léo, soigneusement dépliée, protégée sous verre. À côté, une photo. Mais pas une photo ordinaire. Une image créée à partir de souvenirs, d'intelligence artificielle, de fragments d'amour. On y voyait Élise, Philippe et Léo, ensemble. Élise souriait, ses cheveux flottant dans une lumière douce. Léo tenait la main de son père. Philippe, la main posée sur l'épaule d'Élise. Un instant capturé dans un monde où les séparations n'avaient jamais existé. Philippe tomba à genoux. Il ne pleurait pas de douleur, il ne pleurait pas de regret. Il pleurait d'un amour trop grand, trop longtemps retenu, d'une gratitude brute et sincère. Il pleurait parce qu'enfin,
Il était entier. Léo s'approcha, posa sa main sur son épaule. « C'est mon cadeau. Pour toi, pour nous. » Philippe ne parvenait pas à parler. Il serra la main du garçon fort. Il se pencha vers le cadre, lut de nouveau les mots d'Élise. Chaque lettre semblait pulser comme un battement de cœur. Elle était là, dans chaque phrase, dans chaque silence. Ils restèrent longtemps dans ce garage, côte à côte, sans besoin de mots. Le passé, le présent, l'absence et la présence se mêlaient dans un équilibre parfait. Avant de rentrer, Philippe prit le cadre dans ses bras, comme on porte un trésor. Il le plaça au centre de la cheminée du salon, là où tout le monde pouvait le voir. Pas comme une relique, mais comme un phare, un rappel de ce qu'ils avaient traversé et de ce qu'ils avaient reconstruit. Ce soir-là, Philippe s'endormit, avec la certitude rare d'avoir trouvé sa place. Et dans son sommeil, il rêva d'Élise, souriante, regardant Léo courir dans un champ. Elle lui adressait un regard de paix. Il se réveilla en paix.